Jean-François, tu es le co-créateur du fonds White Star. Je ne sais pas s'il faut dire White Star Capital ou si on peut dire White Star. Oui, on dit White Star Capital, mais on peut utiliser le qui vient d'annoncer, là, si j'ai bien compris, un deuxième fonds, en fait, assez important, 232 millions. C'est un gros bond en avant par rapport à votre premier fonds, peut-être 90 millions. Oui, exactement. Je regardais la liste des gens qui investissent, en fait, qui ont investi dans la deuxième ronde. C'est quand même des joueurs assez traditionnels, Investissement Québec, Fonds de solidarité du Québec. Et il y en a un que j'ai vu qui m'a fait rigoler, puis tu m'expliqueras pourquoi. Korea Ventures, donc un fonds coréen. Oui, mais en fait, c'est ça, nous, White Star, même à l'époque de notre premier fonds, ce qu'on a toujours bien fait, c'est qu'on a toujours eu des investisseurs très, très internationaux. Donc, on a essentiellement des investisseurs qui viennent d'une vingtaine de pays. C'était comme ça dans notre premier fonds, ça l'est encore plus dans le deuxième. Fait qu'on a essentiellement des investisseurs institutionnels qui proviennent ici du Canada, mais aussi de la France, du UK, du Japon et de la Corée. Donc, on a bien fait. Et je te dirais que l'intérêt des investisseurs japonais ou coréens, on reviendra au nom que tu parlais, vient beaucoup dans l'accès à l'innovation qui se développe au Canada ou en Europe. Okay. Donc, nous, on va vraiment chercher avec ces joueurs-là un appétit ou un intérêt pour eux d'investir dans ce qui se fait en termes de tech, dans des marchés qui sont à l'extérieur de Silicon Valley. Souvent, ces joueurs-là ont déjà un exposure à ce qui se passe via des fonds en Californie, mais on leur dit, écoutez, sur la côte est nord-américaine, des villes comme Montréal, Toronto, New York ou en Europe, il y a des belles choses qui se passent, il y a des belles compagnies, il y a de l'action, et c'est comme ça qu'on va... Tu parles des États-Unis puis de l'Europe, c'est votre terrain de jeu quand même assez large. On ne parle pas d'un fonds juste montréalais. C'est ça. En fait, on est un fonds qui a été créé par deux Montréalais, moi et Éric Martineau-Fortin. Nous, on était des amis de longue date. On s'est rencontrés au cégep ici. Éric a fait une carrière à l'international. Il a quitté le Québec depuis 22 ans. Et essentiellement, lorsqu'on a mis en place White Star il y a 5 ans pour notre premier fonds, notre thèse, c'était de dire on va faire du VC, mais on va investir dans les marchés qu'on considère sous-développés relativement à Silicon Valley. Puis pour nous, ce que ça voulait dire, c'est qu'on travaille dans le corridor Montréal, Toronto, New York, sur la côte est de l'Amérique du Nord, Paris, Londres, Berlin, en Europe. Donc, au lieu d'avoir une couverture et de prendre l'avion 5-6 heures de Est-Ouest en Amérique du Nord, on s'est dit on est un fonds transatlantique. C'est des écosystèmes comme Montréal qui, il y a 5-10 ans, étaient beaucoup plus petits, moins de joueurs, moins de concurrence pour les transactions, du bon talent au niveau de développeurs, des universités, des coûts d'opération un peu plus faibles qu'en Silicon Valley, des bases d'employés plus loyales, etc. Puis on s'est dit c'est là qu'on va investir. Mais ce que ça veut dire pour nous, essentiellement, c'est que bien qu'on ait deux des 3 fondateurs sont des Québécois, on a une équipe de 20 personnes quand même. Donc, on parle d'une équipe à Montréal ici de 4 personnes, à New York 7-8, Paris 2 personnes, Londres c'est une équipe de 5, on a un venture partner qui est à Tokyo. Donc, on a vraiment une équipe d'investissement locales dans ces endroits-là qui ont des réseaux locaux. Et notre play, évidemment, c'est d'en faire profiter de ces réseaux-là à nos entrepreneurs également. Oui, c'est intéressant. Bien, en fait, vous n'êtes pas je pense pas que vous soyez les seuls à regarder l'Europe et l'Asie en ce moment et qui sont basés à Montréal. Je parlais donc il y a quelques semaines, un autre fonds peut-être plus spécialisé, mais qui avait aussi l'intention d'ouvrir des bureaux justement à Paris, Tokyo, et qui faisait dans l'intelligence artificielle. Donc, il y a vraiment un rayonnement, il y a une expansion, je pense, de la scène montréalaise qui est assez intéressante. Là. Il y a une expansion. Écoute, on pense aussi à un joueur comme Real Venture. Je sais que Real a justement réussi à faire très bien avec des joueurs asiatiques qui ont investi dans leur dernier fonds. Pourquoi? Parce que ces joueurs-là également étaient intéressés avec tout ce qui se passait au niveau de l'intelligence artificielle au Canada. Fait qu'effectivement, je dirais le boom d'innovation ici vient bénéficier même les fonds comme nous. Ouais. Ça amène des capitaux étrangers qui souvent viennent au Canada pour une première fois. Est-ce que vous avez une spécialité en termes de projets que vous financez ou c'est vraiment très, très large comme ça? Oui, en fait, nous, on est vraiment, je dirais, focusé sur tous les business qui sont data-driven. Ce que ça veut dire pour nous, c'est que, en gros, on a 3 secteurs de prédilection. Le premier secteur, on l'appelle capteur et algorithme. Donc, dans ce secteur-là, on touche à tout ce qui a trait au IoT, l'intelligence artificielle, la robotique et on a beaucoup d'investissements, des business de cybersecurity, mais qui ont vraiment des algorithmes poussés à la base de leur technologie. Donc, mégadonnées, là, tout ce qui est mégadonnées. Donc, ça, c'est un premier bloc. Le deuxième bloc, c'est ce qu'on appelle disruptive commerce.
qui pour nous est beaucoup des plays de e-commerce, mais vraiment avec des éléments différenciateurs qui démarquent les business. Notre premier exit il y a quelques années avait été dans une boîte qui s'appelait The Dollar Shave Club. Qu'on avait financé très tôt, qui a été un bon coup pour nous. Et Dollar Shave Club, encore une fois, c'était pas la business qui était la plus deep tech, mais c'est une compagnie qui, toutefois, a vraiment complètement bypassé le channel retail. qui a complètement bypassé le channel retail, 100% marketing en ligne, subscription base, qui à l'époque était même remis en question pour du e-com. Et c'est une compagnie qui essentiellement a passé en 4 ou 5 ans, s'est fait vendre 1 milliard cash à Unilever. Donc, on fait très bien dans ce genre d'entreprise-là. On a des business qui sont similaires, entre autres, dans le domaine du food tech à New York avec Freshly, qui font incroyablement bien avec des modèles différents. Okay. Donc, ça, c'est un autre secteur. On a des software entreprises pour les retailers, pour gérer tout ce qui est omnichannel entre le retail et online. Donc, tout ce qui redéfinit le commerce. Ça, c'est notre deuxième pilier. Puis notre troisième pilier, c'est le FinTech. Comme on est dans les villes, actifs dans des villes comme Londres, Paris, Montréal, Tokyo, on pense qu'on est vraiment dans les capitales au niveau des centres financiers. On a des très, très belles compagnies FinTech. Beaucoup dans l'InsurTech, on en a dans le lending, on en a des programmes de royauté. On a un super portefeuille au niveau FinTech. Oui. Qui s'est bâti entre le premier fonds et le deuxième fonds. Et évidemment, les FinTech, le recoupement FinTech, encore une fois, avec les données, l'intelligence artificielle, le machine learning est très, très fort. Fait qu'à travers tous nos secteurs, très, très important que nos entreprises sont des entreprises data-driven qui utilisent vraiment leurs données, qui ont des équipes de data scientists, qui ont de la personnalisation dans leur offre grâce au AI. Donc, ça vient tout se rejoindre un petit peu. Bien, c'est intéressant. Puis, tu parles de FinTech. On sent qu'il y a vraiment un bouillonnement dans ce créneau-là, particulièrement. Je ne sais pas si c'est juste à Montréal, mais vous avez de la concurrence en termes de fonds dans ce créneau-là. Ouais. Il y a quelque chose de là. Est-ce qu'à Montréal, ça se distingue dans ce créneau-là ou c'est vraiment une tendance à l'échelle de la planète? À Montréal, non. C'est une tendance qui est présente dans les gros centres financiers mondiaux. Donc, ça va de Montréal et quand même en termes de centres financiers au monde, je pense, top 20, top 15. Donc, on se positionne assez bien. Ah, OK, quand même. Je dirais que là, je parle de façon générale. Oui. Mais pour ce qui vient des FinTech, c'est sûr que c'est très, très actif dans plusieurs des capitales dans le monde. À Montréal, il y a des compagnies qui commencent à se démarquer en FinTech. Je dirais que de façon générale, l'écosystème demeure assez early stage encore. Okay. À Toronto, il y a des compagnies qui, en termes de maturité, sont un peu plus avancées, mais je pense que ça s'en vient à Montréal. C'était gros à Toronto il y a quelques années. C'est fun de voir que Montréal emboîte le pas aussi. Exactement. Il y a des fonds d'InsurTech, des fonds FinTech en fait, et qui font aussi de l'InsurTech, qui est l'autre mot-clé dont on entend souvent parler. Il y a quelque chose que tu as dit, tu parles d'early stage. Est-ce que vous êtes à un niveau précis dans le développement des startups? Pardon, je vais te préciser ça. En fait, c'est ça, nous, on est un fonds typiquement de série A. Donc, pour nous, ce que ça veut dire, c'est qu'on investit habituellement entre 3 et 5 millions US comme premier chèque dans des rondes de 5 à 10 millions total. Donc, on est vraiment au stade de la série A. On est là pour investir dans les boîtes au moment où la commercialisation a commencé. Puis notre valeur ajoutée première, c'est vraiment d'aider les boîtes à percer aux États-Unis, percer en Europe. Donc, on travaille beaucoup sur notre réseau puis la commercialisation, les techniques de croissance, la mise en place d'équipes de vente et marketing. Donc, c'est un meilleur fit avec le Série A qu'avec un stade seed en termes de vraiment s'assurer d'aller chercher notre valeur ajoutée. Fait que on se positionne davantage là. J'imagine qu'il faut être rendu à certains points de développement pour attaquer les marchés qui ne sont pas marchés locaux. Tout à fait. Il y a ça, évidemment, aussi. C'est sûr qu'au stade seed, de dire on va attaquer des marchés internationaux, tu as encore des enjeux, un peu de bonheur, des enjeux produits, des enjeux technologiques à régler. Donc, c'est pas un fit. Ça nous arrive de faire quelques exceptions au stade seed. Et ça nous arrive aussi d'investir un petit peu plus tard au stade série B. Récemment, on a fait d'ailleurs... on en a fait 2 investissements qui étaient un peu plus avancés. Entre autres, on parle d'InsurTech, on a fait très, très, très grosse série B en Allemagne, à Francfort, dans un courtier en ligne d'assurance qui est très, très avancé et mature. Et c'est super intéressant parce qu'on fait cette transaction-là en Allemagne. C'est une transaction qu'on a d'ailleurs co-leadée avec le fonds Portage à Toronto et Montréal, du groupe de Power Corp. Donc, c'est une série B énorme en Allemagne, mais co-leadée par 2 joueurs
canadien. OK. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Effectivement, ça, c'est Mais nouveau. la raison pourquoi on aime beaucoup notre investissement dans Clark, c'est qu'également, c'est un joueur qui est plus avancé que beaucoup d'autres dans d'autres géographies. Donc OK. après ça nous permet d'apprendre avec ce joueur-là, puis peut-être trouver ou répliquer ce modèle-là ailleurs dans d'autres marchés. Ça soulève deux questions rapides. Tu parles de Power Corporation, qui est un gros joueur dans l'assurance. C'est un peu ça qu'on voit dans la FinTech, c'est que contrairement à peut-être d'autres créneaux où il y avait vraiment une notion de perturber les joueurs traditionnels, dans la technologie financière, ce qu'on sent, c'est que les grandes institutions veulent embarquer, veulent un peu, pas nécessairement le provoquer, mais veulent suivre le changement. De ton point de vue, quand vous arrivez White Star avec un fonds comme ça, vous dites on veut attaquer, mettons, les FinTech, on veut être disruptive. Ouais. C'est pas un peu contradictoire ou est-ce qu'au contraire, ça vous aide d'avoir les gros joueurs de votre côté? Comment vous voyez ça par rapport à ça? Oui, bien en fait, je pense que tu as tout à fait raison qu'il y a plusieurs joueurs, institutions financières qui sont très ouverts à l'innovation et au changement. Ils sont très ouverts à collaborer avec les startups en FinTech. De façon générale, nous, on voit ça de façon plus positive. Ça te permet vraiment aux FinTech de collaborer très tôt dans leur stade de vie avec ces institutions-là qui ont plus d'ouverture qu'il y en avait à l'époque. Tant que ça se fait dans un contexte d'indépendance, Oui. c'est nous, on est... C'est un peu la sous-question parce que l'impression que j'ai, en fait, puis je Ouais. regarde ça de l'externe parce que je ne suis pas nécessairement très, très spécialisé là-dedans, mais est-ce que l'exit facile, c'est pas de dire on fait des trucs qui sont plus ou moins menaçants pour l'industrie, puis ensuite on revend à un grand assureur ou à une grande institution bancaire, ou s'il y a vraiment une volonté de se rendre plus loin que ça dans les projets? Il y a clairement une volonté de se rendre plus loin que ça, parce que la beauté du FinTech, c'est que l'industrie des produits financiers, c'est très, très gros. C'est un peu comme l'industrie de l'alimentation, du food tech. C'est comme assez vieux dans la façon de faire aussi. C'est vieux dans la façon de faire. C'est des industries qui sont tellement grosses que, du point de vue entrepreneur ambitieux, l'upside est tellement gros de continuer et d'aller vraiment chercher des parts de marché que, de façon générale, non. Je pense pas qu'il y a une volonté de faire des flips rapides en se disant on va bâtir des petites business et on va tout de suite les revendre à des joueurs d'industrie. C'est plutôt une volonté de disrupter au maximum. Ouais. Il y a beaucoup d'argent dans ce marché-là, définitivement. Il y a énormément On parle de d'argent. finance. On parle du marché d'assurance. Ouais. C'est un marché, encore une fois, qui se modernise, mais on a juste à penser au processus on parle souvent du beau processus d'aller chercher une assurance, comment c'est lourd et compliqué, mais il faut aussi penser au processus de réclamation. Comment c'est pas facile. C'est des expériences qui ne sont pas frictionless, qui ne sont pas très intéressantes. Il y a beaucoup de petits morceaux de la chaîne. Beaucoup de petits morceaux que je pense qui sont assez déconnectés avec la volonté et les façons, la manière dont, entre autres, les jeunes veulent procéder. Ouais. C'est encore beaucoup au téléphone, c'est pas beaucoup automatisé, etc. Donc, on aime beaucoup ce secteur-là dans ce niveau-là en termes de... Une des raisons pourquoi je pense que le système financier est assez traditionnel, c'est qu'il y a beaucoup de règles, beaucoup de lois, beaucoup de normes à respecter. Quand tu finances une start-up à Montréal ou même une jeune entreprise disons, à Montréal qui veut aller percer les marchés européens, est-ce qu'au niveau de cadre légal, c'est compliqué ou est-ce que vous dites, on fait un peu comme des Uber on fait avant, on se fout un peu des règles pour arriver avec un service? Nous, on est plutôt... excellente question. Merci. C'est là où, quand on fait des investissements en FinTech, nous, on s'assure d'être avec d'investir dans des équipes qui sont, je dirais, entrepreneuriales, qui sont très sophistiquées et professionnelles. Parce qu'effectivement, tu ne fais pas nécessairement du FinTech comme tu vas faire. Je vais utiliser le jeu vidéo parce que je viens d'un background jeu vidéo, mais c'est beaucoup plus compliqué. Fait que là, ça te prend des équipes qui ont déjà géré des industries réglementaires, qui ont déjà appliqué pour des licences. Puis nous, on est plutôt d'avis où on fait ça vraiment de façon à scaler nos business dans le sens où on fait ça de façon réglementaire. Avec des licences, etc., comme n'importe quelle autre institution financière. On n'essaie pas de disrupter la chaîne réglementaire. Oui. C'est important, effectivement, de respecter certains statuts déjà en place, une certaine jurisprudence, si on veut. Surtout dans un créneau où on touche à l'argent des gens. Absolument. Le cas. On va revenir à ma question, à mon interrogation du départ, parce que je voyais dans votre liste d'investisseurs, Korea Ventures, des investisseurs asiatiques. Je sais que dans d'autres créneaux, ça soulève des interrogations sur la propriété intellectuelle, parce qu'il y a beaucoup de compagnies chinoises, entre autres, qui viennent au Canada, qui financent la R&D dans des laboratoires universitaires, entre autres, mais qui veulent s'approprier les brevets, qui veulent garder la propriété, qui plus tard devient l'affaire qui est payante, dans le fond, dans la technologie. C'est quoi votre point de vue par rapport à ça?
Bien, de notre point de vue, en fait, bon, évidemment, lorsque ces institutions-là investissent dans White Star, notre fonds, ils n'ont pas accès à la propriété intellectuelle, ils n'ont pas accès à énormément d'informations sur les sous-jacents de portefeuille. Impliqués dans l'investissement. C'est ça, il faut comprendre qu'ils investissent dans le portefeuille de White Star. On leur rapporte, évidemment, la performance du fonds, un peu d'informations sur les compagnies, mais on s'entend que ces joueurs-là sont très déconnectés de ce qui se passe et du côté IP dans nos business. Puis je ne pense pas du tout que c'est une volonté dans leur cas d'aller porter, d'aller chercher cette information-là puis de l'exploiter. C'est pas quelque chose. Donc la propriété reste au développeur ou reste à la startup. Ouais. Ben, c'est un détail, puis c'est important à mon avis d'en parler parce que dans le créneau, on parle entre autres dans le sans-fil qui s'en vient, la 5G, c'est quelque chose qui est très inquiétant parce qu'il y a beaucoup de financement qui se fait par des grands fabricants chinois. Puis et dans d'autres secteurs aussi, même dans l'agriculture, c'est le même problème. Donc, c'est le fun de voir que les fonds locaux, au moins, même s'ils reçoivent de l'argent de l'étranger, ou en tout cas d'un peu partout dans le monde, au niveau des fonds, c'est facile à préserver. Parce que c'est vraiment un niveau, si tu veux, remote de tout ça. Au niveau d'une entreprise opérante, tu as raison de faire attention à ça, c'est sûr. Ouais. Bien, c'est bon, puis c'est sûr que vous allez peut-être un petit peu plus tard dans le processus, mais tu sais, la recherche, souvent les universitaires vont travailler sur une recherche qui va devenir une start-up, qui va devenir une entreprise. Donc, à ce niveau-là, de se protéger. Peut-être d'être au courant de ça plus tôt, c'est probablement l'idéal. Un nouveau fonds, deuxième fonds, en 4 ans? Oui, exactement. Où est-ce que vous en allez? Comment vous voyez la suite des choses après ça? Oui, en fait, nous, c'est ça qu'en tant que gestionnaire de fonds, on est très ambitieux sur bâtir notre franchise. Donc, on est vraiment là pour le long terme. On a bâti encore une fois comme un start-up, des équipes d'investissement. On est très, très fiers de nos équipes dans toutes ces villes-là. Fait que nous, c'est sûr qu'on va continuer à vouloir backer des entrepreneurs ambitieux à l'international, à succès. Donc, on va continuer à lever des fonds additionnels au cours des prochaines années. C'est indéniable. Ça fait partie de notre... Il faut comprendre que comme gestionnaire de fonds, évidemment, on est là en premier lieu pour faire des rendements pour nos investisseurs. Donc, notre focus, c'est de faire des rendements, en particulier sur notre premier fonds qui devient un peu plus mature. Mais de façon générale, en tenant compte qu'on aura du succès au niveau du rendement, c'est de croître notre actif sous gestion. C'est vraiment le core business d'un gestionnaire de fonds, si je peux dire. Les gens ont tendance souvent à oublier ça, mais comme une entreprise opérante ou un start-up, on a des enjeux nous-mêmes de financement. On doit lever des fonds, on doit aller sur la route, convaincre des gens qu'on a une bonne thèse, on focus sur les bons secteurs, on est en mesure d'attirer le meilleur des flows, on apporte de la valeur à nos compagnies de portefeuille. Fait qu'on a tout notre processus qui est super important. Donc, je dirais que ça va être... on se voit continuer un petit peu avec la même focus en termes de secteur. On a l'impression qu'on annonce un nouveau fonds par semaine ces jours-ci à Montréal. Il y a beaucoup d'argent dans le marché, probablement parce que les conditions sont bonnes au niveau des taux d'intérêt, ces choses-là. Est-ce que l'avenir s'annonce toujours aussi rayonnant ou ça va se compliquer à un moment donné? Comment ça s'enligne? Oui, effectivement, il y a beaucoup de... À Montréal ou ailleurs, ou partout, en ce moment, il y a beaucoup de capitaux. Il y a beaucoup de capitaux qui s'intéressent à l'innovation. Effectivement, c'est intéressant parce qu'on voit que, ces capitaux-là rentrent dans les fonds. Puis ensuite, si on regarde au niveau du funding des startups, tu as eu quand même un funding, on va prendre le marché canadien qui, je pense, a doublé à travers des 4 ou 5 dernières années. Donc, l'argent revient dans les compagnies, revient dans nos petites et moyennes entreprises qui stimulent l'économie. Mais c'est sûr que ça va prendre du succès en commençant par les compagnies de portefeuille, les startups. Sinon, effectivement, ça pourrait être inquiétant à certains moments sur le ralentissement de l'appétit pour fonder la classe d'actifs du capital de risque. Mais il y a des succès on voit beaucoup d'entreprises qui prennent une maturité, qui sont à l'international. Fait qu'il y a des signes très, très encourageants, mais il va falloir que ça continue pour... En tout cas, on vous souhaite que ça continue. On vous souhaite bonne chance avec le nouveau fonds, en fait, qui est déjà à court terme, j'imagine, un gros projet pour vous. C'est un gros projet pour nous. C'est un fonds, je pense qu'on a été, lors de l'annonce, on l'a spécifié. C'est un fonds dans lequel on entend financer une vingtaine d'entreprises, peut-être un peu plus. On en a déjà 8 de financés. Ce fonds-là, on a commencé à le déployer il y a plusieurs mois. Ce qu'on annonçait, c'était la clôture finale du fonds. Donc, on est déjà très fiers dans notre portefeuille de 8 entreprises. Au Québec, dans ce deuxième fonds-là, ça inclut des compagnies comme Vention et Dialogue, qui ont très, très bien démarré. Donc, on est très contents. Ça inclut Borrowell à Toronto au niveau du FinTech qui performe très, très bien.
Donc, on est bien parti ici au Canada, on est bien parti dans nos autres marchés également. On est toujours à la chasse. Vite c'est bon lancé. C'est ça, c'est déjà bien parti, exactement. Ouais. C'est pour ça que ça va vite. On a du bon deal flow. On a réussi à bâtir un peu notre propre marque. On était un joueur qui était pas mal inconnu lorsqu'on a démarré il y a 4 ans. Alors, je pense qu'on a réussi à se faire une place dans l'écosystème canadien, Montréal, l'écosystème de New York, Londres, Paris. On est très, très, très connus. Et c'est important pour attirer les bons entrepreneurs. Ah non, je comprends. Bien, merci d'être venu au au podcast. Merci d'avoir bravé le soleil. Oui, c'est ça. J'espère que... Il fait soleil tout d'un coup, c'était pas prévu. Soleil en pleine face. Mais écoute, je suis gentil d'être passé.